Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre, Marine est rédactrice en chef du média Cryptost, dont l'objectif est de démocratiser la crypto-monnaie et les blockchains, et quelque part du coup, revenir au cœur même de la philosophie du projet, rendre le pouvoir aux internautes. Qu'est-ce que t'en dis Mark Zuckerberg et compagnie? Et c'est bien pour ça que je voulais depuis plusieurs mois interviewer une personne de ce milieu, pour mieux comprendre concrètement le fonctionnement et surtout casser les préjugés bien nombreux. En voici quelques-uns. La crypto, c'est du vent, un feu de paille, un truc techno à la mode qui va disparaître aussi fortement qu'il est apparu. Blockchain égale Bitcoin égale spéculation et rien d'autre. Ah ouais, vous êtes sûr? Crypto-monnaie, ça favorise les trafics illicites, c'est la monnaie du dark web. Ah bon? Parce que aucune banque n'a eu affaire à des scandales d'argent sale? Ouais. Alors c'est bien beau, cette décentralisation, mais solliciter autant de puissance de calcul, c'est de l'énergie dépensée, beaucoup même. C'est pas très planet friendly tout ça. Tu réponds quoi à ça, Satoshi, si c'est encore parmi nous? Mon podcast a pour objectif d'éveiller la curiosité, de mettre en lumière la diversité des voies possibles et des parcours. Alors vous pensez bien qu'avec autant de préjugés, j'avais plus qu'envie de creuser. Et qui mieux que Marine, dont c'est le métier au quotidien de former, expliquer, démocratiser sur le sujet. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est une femme. Et dans un milieu qui croise deux critères, finance et tech, plutôt majoritairement trusté par des hommes, moi je me dis que c'était la candidate idéale. Voilà, 1 heure pour tout comprendre sur la blockchain, la crypto-monnaie et pouvoir crâner à ta prochaine soirée, ça te dit ? Eh bien, rejoins-nous directement avec Marine sur ce super épisode. Un grand merci, Marine, pour ce super moment passé à tes côtés et vive Satoshi Nakamoto. Tu vois, j'ai réussi à le dire, vous comprendrez la joke en écoutant l'épisode. Je vous souhaite à tous une super belle écoute et spoiler alert, petite annonce en fin d'épisode. Haha, quelle maline. Tout ça pour nous faire écouter jusqu'au bout. C'est de la perversité à l'état brut, ça Julie, c'est pas beau. Allez, c'est parti, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut Marine. Salut. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je propose de démarrer tranquillement en te présentant, mais surtout en présentant la chaîne. Quel est votre projet? Pourquoi vous l'avez monté? Comment elle fonctionne et tout ça? Ok. Alors moi, c'est Marine, j'ai 31 ans. Je travaille avec Cryptost depuis 3 ans et demi maintenant. Je suis venue à ce domaine un peu par hasard parce que moi, je viens surtout de la rédaction à la base. J'avais déjà géré 2 rédactions par le passé. Et j'étais repassée en rédactrice pure freelance parce que c'est ce qui me convenait. Et je suis tombée sur ce sujet des crypto-monnaies. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet dont personne ne parlait encore en France, où il n'y avait aucun rédacteur quasiment qui existait en France. Et du coup, je me suis lancée là-dessus, je me suis formée sur le tas, et petit à petit, je me suis un peu pris de passion pour le sujet, accidentellement. En fait. Et tu me disais en off à l'instant que tu étais super curieuse, que tu avais besoin d'aller voir plein de sujets différents et d'apprendre, quoi. Oui, si j'ai choisi le métier de rédactrice journaliste à la base, c'est parce que j'ai besoin de constamment apprendre de nouvelles choses. Et le secteur des cryptos et de la blockchain, c'est ça, puissance 10 000. Ouais. C'est-à-dire que ça bouge tous les jours, voire toutes les heures, qu'il y a des nouveaux cas d'utilisation qui sortent quasiment toutes les semaines. Et moi, c'est ce qui me fascine vraiment dans ce domaine, c'est qu'en fait, c'est en ébullition constante. Ouais. Donc, je suis toujours en train de me former. On a toujours presque l'impression d'avoir un train de retard sur ce qui se passe, tellement, en fait, c'est rapide. Et je trouve que c'est un des rares domaines de la tech, on va dire, dans son ensemble, à être aussi vivace en ce moment. Et c'est fascinant, en fait, d'être positionné à ce moment-là où ça explose. Ouais, et puis en plus, c'est pas que de la tech, justement. C'est ça que je trouve génial. C'est que tu as vraiment l'impression que ça touche à plein d'autres domaines. On pourra avoir vu les reportages, tu touches à de la philo, à de l'éthique, enfin plein de trucs. Et du coup, le cerveau en ébullition, quoi. Et oui, tu parles de philo, etc. Moi, ce qui m'a vraiment attirée au départ là-dedans, c'est tout cet aspect philosophique, voire sociologie, parce que moi, je viens plutôt de ce domaine-là, je viens de la littérature, je viens de ce genre de choses. Et en fait, moi, c'est vraiment cet aspect qui me fascine, c'est-à-dire toutes les communautés qui se créent, le besoin qu'a monté tous ces projets qui sont énormes maintenant. Moi, c'est vraiment ce truc-là que j'ai envie de démocratiser
en plus de la tech, parce que pour moi, c'est absolument fascinant qu'il y ait un truc aussi gros qui se soit mis en place à un moment. Ça montre qu'il y avait vraiment un besoin énorme qui existe toujours, en fait. Ouais, et qui peut quand même, par ailleurs, être récupéré, et du coup, avec des dérives et tout, mais ça, on va en parler, ça fait partie des questions que j'ai, quoi. Et c'est ça, je crois, un peu l'objectif de la chaîne. C'est vraiment de démocratiser pour rendre accessible. Alors, Cryptos, en fait, on a vraiment plusieurs avenues maintenant. À la base, c'était un tout petit blog qui s'est transformé en rédaction. Et maintenant, on a plein de canaux de diffusion, on a un podcast, on a une chaîne YouTube, etc. Moi, je gère la partie rédaction d'actualité. Ouais. Donc, on en sort plusieurs tous les jours pour traiter ce qui se passe. Ça fonctionne très, très bien. On sent que même s'il y a une variation des prix du Bitcoin, etc., on a une grosse communauté qui est hyper intéressée et qui est vraiment intéressée par les fondamentaux. C'est-à-dire que au-delà de la spéculation dont on parle tout le temps, quand on parle de crypto-monnaie, la communauté de base, elle est vraiment intéressée par les idéaux portés, par la technologie, etc. Ouais, mais je l'ai pas dit en intro, mais clairement, c'est aussi pour ça. C'est que moi, je voulais qu'on casse ce mythe, ou en tout cas, de se dire que le Bitcoin, c'est que de la spéculation, c'est le monde qui est mauvais, et du coup, tu t'intéresses pas à ça parce que tu restes sur cet a priori-là. Alors, je pense que c'est bien plus large que ça. Moi, je l'ai découvert grâce à mon fils, qui m'a fait voir, tu sais, le reportage sur Arte de Secret de je vais pas réussir à le dire, Satamoshi, c'est ça? Satoshi Nakamoto. Je m'étais dit, il faut que je le note en rouge. J'étais sûre que j'allais mal le prononcer, je suis nulle. Bon, bref, il y a un mystère autour de ça, mais en tout cas, ce que je trouvais super intéressant, c'est de comprendre à quel point, mais c'est pas du tout, ça va bien plus loin que ce qu'on raconte aujourd'hui sur le caractère spéculatif du Bitcoin, côté hyper volatile, mais tout ça, on va en reparler, quoi. Ok, comment, donc, parce que là, tu disais, vous avez une chaîne YouTube qui cartonne avec énormément de vidéos, enfin, vous avez plein de canaux différents, quoi. Un compte Instagram, enfin, tout ça, on le citera tout à l'heure, je le mettrai en commentaire pour ceux qui veulent aller plus loin et voir tout ça, quoi. Ok. Est-ce que ça te va si on commence? Alors, j'ai hésité dans l'interview, et peut-être que tu vas me le faire changer, à commencer soit par la blockchain, soit par la crypto, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment réussi à savoir quelle était la poule de l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on a voulu faire une crypto-monnaie digitale, numérique, qu'on s'est dit, il va falloir tracer, donc on a besoin d'une blockchain, ou est-ce que c'est de la blockchain pour d'autres raisons, qui a été créée pour d'autres raisons, que tout d'un coup on a dit, cette blockchain, elle doit s'appuyer sur une monnaie? Plutôt ce dernier. En fait, la technologie, elle en était assez balbutiement. Elle existait déjà avant le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie. Parce que l'idée de base, et c'est ce que les gens ont du mal à percevoir avec la blockchain, que c'était pas juste de faire transiter un actif qui prend de la valeur. Au contraire, en fait, c'était de créer un registre distribué qui soit décentralisé, c'est-à-dire qu'il ne dépende d'aucune organisation centrale. Et le cœur de Bitcoin et de la blockchain, c'était ça. Et en fait, ce qui a fait vraiment exploser la techno, c'est quand le Bitcoin est arrivé, en 2009, qui a commencé tout doucement à s'étendre. En fait, il a été créé en réaction directe à la crise de 2008, en fait. Ouais, ok. Alors attends, du coup, si ça veut dire que on va reparler de ça, mais si tu dis que d'abord c'est la blockchain, est-ce qu'on peut juste parler un peu de la blockchain au démarrage? Donc tu dis que la philosophie c'est un système décentralisé, ok, j'ai vu que ça s'appelait DAO aussi. Donc du coup, c'est quoi la finalité du truc, vraiment, la philosophie, et comment ça marche? Ok, on va commencer par comment ça marche. Alors en fait, une blockchain, il y a plusieurs technologies différentes, mais en gros, pour résumer, une blockchain, c'est une suite de blocs. Et les blocs, ce sont des bouts d'informations. Okay. C'est-à-dire qu'ils sont enregistrés de manière séquentielle. Si je t'envoie un bitcoin, non, c'est trop cher maintenant. Si je t'envoie une fraction de bitcoin là maintenant, ce sera enregistré dans le bloc de la blockchain qui est enregistré à ce moment T. Et en fait, ça suit vraiment une séquence. Et donc l'intérêt de ça, c'est que c'est inaltérable. Une fois que c'est enregistré, la transaction, elle est visible par tout le monde et elle est jamais modifiable, en fait. Donc, il y a une grande sécurité, une grande traçabilité. Donc, c'est ça l'intérêt de base. Moi, j'avais retenu effectivement une grande traçabilité. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, le Bitcoin n'est pas du tout anonyme, puisque toutes les transactions sont enregistrées. C'est ça. Après, on ne sait pas nécessairement qui est la personne derrière le portefeuille, mais tout est visible, en fait. Et l'intérêt... Pour moi, l'intérêt qui sous-tend vraiment la philosophie du Bitcoin et des cryptos en général, c'est cet aspect de décentralisation. Le réseau Bitcoin, il est sécurisé par des mineurs. Donc, pour faire très bref, ce sont des personnes qui utilisent de l'électricité et qui mettent à disposition la puissance de calcul de leur machine pour sécuriser le réseau, pour s'assurer que chaque transaction est valide et pour que ce ne soit jamais falsifié, en fait.
Et donc l'intérêt de ça, c'est qu'il n'y a aucun organe central qui chapeaute les transactions. Et en plus de ça, les mineurs sont disséminés tout autour du monde. Donc ça veut dire que le réseau Bitcoin, il continuera à perdurer tout le temps, puisqu'il n'y a aucun moyen d'attaquer un seul point. Enfin, il y aurait un moyen, mais qui coûterait tellement cher en puissance de calcul, etc. Que c'est pas rentable. C'est impossible, en fait. Okay. À ce stade, c'est impossible. Et puis, c'est de plus en plus compliqué. C'est ce que je comprends aussi dans le système, c'est que ça, si j'ai bien compris, c'est que c'est fou. C'est que plus tu as de lignes de registre, plus c'est compliqué, plus tu as besoin de puissance de calcul, plus tu as de mineurs, plus c'est compliqué parce qu'il faut attaquer un grand nombre de mineurs. Voilà. Ok. Bon, mais ça, du coup, c'est encore le donc là, c'est un fonctionnement de blockchain, quoi. En gros, c'est une traçabilité, mais qui n'est pas dans le pouvoir d'un organe central, mais de plein de machines dispersées. Voilà. Et moi, je comprends qu'il y a quand même un rapport avec la démocratie. Et, enfin, il y avait un peu cette notion-là. Et ça m'intéresse énormément parce que ça nous éloigne complètement du caractère spéculatif. Et du coup, est-ce que ça, tu peux nous dire pourquoi et en quoi c'est le cas, quoi? Alors, l'idée de base, c'est de créer un système financier et économique qui existe en dehors du système bancaire. Pour prendre un exemple simple, tu veux acheter une voiture d'occasion demain, il te faut plusieurs milliers d'euros. Il faut que tu ailles voir ta banque et que tu lui demandes, s'il vous plaît, est-ce que je peux retirer tant de milliers d'euros? Les banques ont le contrôle total sur les sommes qu'on envoie, on a des limites, etc. Et en fait, le but de Bitcoin à la base, puis les crypto-monnaies après, c'est de pouvoir envoyer de manière très rapide à n'importe qui, partout dans le monde, des sommes absolument conséquentes si tu en as envie, sans qu'il y ait personne qui puisse t'en empêcher. D'accord. Il y a une question de souveraineté, en fait, où une fois que tes crypto-monnaies sont stockées sur un portefeuille que tu détiens toi exclusivement, personne ne peut les prendre, et tu en fais ce que tu veux, en fait. Okay. Et c'est vraiment ça qui sous-tend la philosophie des cryptos, c'est... Du coup, je te parlais de la crise de 2008, c'est partir d'un constat que le système financier actuel est bancal. Et oui, c'est un euphémisme, on va dire, et il est bancal, et donc qu'il y a besoin d'avoir un autre système en dehors de ça, qui est aussi un système qui peut être inclusif pour des populations qui n'ont pas accès à ça, parce que du coup, on s'en rend difficilement compte en Europe, parce que tout le monde a un compte bancaire, voire plusieurs, mais il y a des pays où les 3/4 de la population n'ont pas de banque, et du coup, ils n'ont pas accès aux services financiers, les banques n'y vont pas parce qu'elles n'ont pas d'intérêt économique à y aller, et donc ça fait perdurer des inégalités, etc. Après, on a beaucoup parlé du Bitcoin comme moyen d'inclusion, etc. C'est plus compliqué que ça, mais en gros, je te parle de la philosophie derrière globale. Ouais. Alors, je sais plus qui est ce monsieur, mais il y a Eric Hux je l'ai noté, qui disait, tu connais, je sais pas si non, ok, je sais pas ce qu'il a fait, je me souviens plus, mais bref, qui disait, on peut pas attendre ou espérer que ce soit les gouvernements, les entreprises ou toute autre organisation qui garantissent notre vie privée. Et que c'était aussi ça la philosophie du blockchain au tout démarrage, c'est-à-dire du coup de ne pas dépendre d'un Facebook et compagnie. Et je trouve que c'est génial. J'ai une question, c'est bon, on dit que derrière la blockchain, il y a quand même un principe hyper libertarien. Donc, pas de limite, voilà, anonyme, tout est anonyme, etc. Et je sais qu'il y a eu effectivement à un moment donné une controverse par rapport au dark web, en se disant que parce que c'était anonyme, tout ce monde-là en fait avait permis en fait le développement. Et au tout démarrage de la blockchain, il y a eu des gros scandales de revendeurs d'armes, revendeurs de drogue, etc. Comment, en fait, quelle question on peut avoir ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en fait, en gros, pour qu'à un moment donné, éviter cette dérive-là du dark web Alors, déjà, ce que la majorité des gens ne perçoivent pas, parce que les médias ne le rapportent pas souvent de cette manière, c'est que les transactions en Bitcoin, par exemple, qui sont associés à des actes illicites comme la drogue, le financement du terrorisme, tout ce que tu veux, représentent un volume absolument dérisoire par rapport à tout le volume du Bitcoin. Alors, j'ai plus la stat exacte en tête, mais il me semble qu'on est descendu en dessous de 1%, dans ces eaux-là. Ouais, d'accord, donc on retient que ça, mais... Voilà. Et c'est un procès qui est souvent fait au Bitcoin de manière un peu hypocrite, parce que si tu prends les dollars ou les euros, en fait, on ne va pas critiquer l'euro parce que t'as des mecs qui vendent leur drogue au coin de la rue, en fait. Et en fait, c'est la même chose. C'est que on va critiquer le Bitcoin pour ça, alors qu'en fait, c'est une monnaie d'échange. C'est comme si on critiquait Internet parce que le dark web existe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un outil qui fonctionne, les malfaiteurs vont s'en servir pour faire quelque chose. Et en fait, Bitcoin ne favorise absolument pas ce genre de trafic. Déjà parce qu'il est plus difficile de le retirer, de le transférer contre de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire des dollars, des euros, etc., que d'autres choses. Et en plus de ça, il est très traçable.
Donc, en fait, tu parles de dérive, mais c'est la perception qu'ont énormément de gens de ce sujet-là. Mais quand on est dans le domaine des cryptos, en fait, on se rend compte que c'est un peu monté en épingle alors que... Oui, finalement, c'est un peu l'intox pour donner un peu la sensation que c'est pas la bonne piste, quoi. Ok, mais il y a un point qui était soulevé, qui était de dire, dans la blockchain, en fait, comme tout est décentralisé, tu n'as pas de corps central ou de référent moral, on va dire. Donc, par exemple, demain, une entreprise, il y avait un exemple qui était cité de type un Uber, mais de blockchain. Où il n'y a pas de patron de cette boîte, mais c'est juste que tout est décentralisé. En cas de souci, il n'y a pas de référent moral contre qui les personnes peuvent se retourner, soit pour dire vous réglez ce souci-là, soit il y a eu un accident et je dois me retourner contre toi. Et c'était ça qui était aussi intéressant dans... Alors là, du coup, on rentre dans des systèmes qui ont déjà été créés sur la blockchain, qui sont des systèmes d'organisation autonome, des DAO dont tu parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est justement ce qui commence à vraiment être créé. C'est-à-dire que c'est un peu difficile à appréhender quand on n'a pas l'habitude de ce genre de système, mais la grande majorité des projets blockchain d'ampleur, en fait, redonnent un pouvoir à leur communauté. C'est-à-dire que si tu détiens la crypto, etc., tu peux voter pour décider de l'orientation du projet. Donc en fait, ça, c'est des mécanismes qui peuvent entièrement être mis en place. Et après, il y a une deuxième chose, c'est que c'est pas parce que la crypto existe dans son coin qu'elle existe en dehors du système légal. Il y a eu une affaire très récente là où il y a un énorme projet qui s'appelait Terra qui s'est complètement effondré. Et en fait, on se rend compte que la personne qui chapeautait un peu le projet va être mise en examen, etc. Donc il y a quand même... En fait, c'est pas forcément le Far West auquel on pense. Parce qu'il y a des projets qui sont clairement... Il peut y avoir des arnaques, il peut y avoir ce genre de choses, mais en fait, c'est comme dans la vie réelle, c'est-à-dire que si on fait confiance à une entreprise, c'est parce qu'elle a montré sa fiabilité de la même manière, parce que également avec une entreprise, on n'a pas beaucoup de garanties. On a le droit du travail, bien sûr, mais... Oui, il y a toutes dérives potentielles. En fait, je pense que c'est là où ça perturbe, c'est de te dire qu'effectivement, tu n'as plus tes repères habituels. Ton repère habituel, c'est qu'il y a un PDG. Ce PDG contre qui on peut se retourner en cas de problème. Tu vois, il y a un espèce de référent. Toi, ce que tu dis, c'est que... avec quelle efficacité? Parce que... Oui, oui. Ah bah, je suis pas du tout là pour défendre ce système-là, mais j'imagine le schéma, en fait, de se dire que c'est compliqué, parce que ça effectivement, c'est complètement différent de ce qu'on vit aujourd'hui. La aujourd'hui. philosophie derrière, c'est vraiment de redonner sa souveraineté et son pouvoir à la personne. Et donc, ça implique des responsabilités et ça implique d'avoir l'impression d'être avec moins de filets de protection. Oui, mais je comprends en fait que il n'y a pas que le système qui est décentralisé, il y a aussi la responsabilité qui est décentralisée. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ça redonne le pouvoir au client. Si tu penses qu'à un moment donné, il y a un truc qui va pas aller, ce Uber blockchain, il fait de la merde. Mm-hmm. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas qu'on va faire un procès, c'est que les gens vont arrêter de consommer chez cette personne, enfin, dans ce blockchain-là ou ce produit-là. En fait, les projets sans leur communauté ne sont rien. S'il commence à y avoir des problèmes, le cours de leur crypto-monnaie s'effondre complètement. Okay. Donc, en fait, c'est un système qui est entièrement différent. C'est pas du tout un système sans responsabilité. C'est juste qu'elle est partagée de manière bien plus différente et beaucoup plus directe. Et qui redonne le pouvoir au client. C'est-à-dire que du coup, ta consommation te permet d'avoir un pouvoir sur le truc. Ok, bon, je comprends mieux du coup. Merci beaucoup. Alors, ça, c'était sur la partie blockchain, mais du coup, je vois bien effectivement que c'est tellement lié au Bitcoin qu'on va vite passer sur le Bitcoin. Alors, je crois que le premier, le reportage que j'avais vu, c'était avec le guide blanc de Satoshi Nakamoto, j'y suis arrivée, qui était super intéressant. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu le tout démarrage, tu vois, cette espèce de légende? Je sais pas si c'est une légende, mais... Satoshi, c'est difficile parce qu'il y a tellement de version qu'en fait on est sur de absolument rien, à part qu'il y a un type à un moment sur un forum qui a dit les mecs, je lance un truc et qui a expliqué ça. Le fameux guide blanc, du coup, c'est ça? Le white paper, ouais. Qui en fait, les white papers ou livres blancs, du coup, ce sont en gros des guides et des feuilles de route un peu pour les crypto-monnaies, pour expliquer comment elles fonctionnent, etc. Ce qui fait aussi partie de la philosophie des cryptos, qui est de dire on vous propose un service, mais on vous explique en 50 pages comment exactement ça fonctionne. Et Satoshi, en fait, il a créé son Bitcoin. Il a été un peu actif après. Certaines personnes de la communauté crypto ont échangé avec lui. Et d'un coup, il a disparu. Ouais. Avec, je sais plus combien de bitcoins il avait, mais il y a une part énorme des bitcoins qui sont perdus et que c'est techniquement lui qui détient. Mais moi, je considère qu'en fait, la disparition de Nakamoto ou des personnes qui étaient derrière est en fait
un des plus beaux cadeaux qu'il a pu faire au Bitcoin, parce qu'en fait, on le voit dans certains projets crypto, l'être humain étant ce qu'il est, il y a toujours un espèce de chef qui va se mettre en avant, et il suffit que ce dernier soit un peu limité sur certains trucs, et du coup, il va quand même essayer de prendre des décisions unilatérales, etc. Et en fait, Bitcoin, ce qui est merveilleux avec Bitcoin, je trouve, c'est que ça prouve qu'un réseau de paiement peut exister sans personne derrière, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus le créateur. Le truc, il fonctionne depuis 2010 entièrement de manière autonome avec des mecs qui maintiennent le réseau. Sur la base, en fait, de ce fameux livre blanc qui a expliqué un peu les fondamentaux, quoi, c'est ça. Et donc, ça veut dire que depuis 2010, il n'y a pas eu je sais pas, d'évolution. Mais je crois même que tu peux pas, en fait, hein, c'est ça, le système Si, alors, si, Bitcoin peut évoluer. Après, il évolue très lentement. Parce que, en fait, c'est encore une fois un système de personnes qui se mettent d'accord pour maintenir et faire des mises à jour de temps en temps. Après, à l'inverse d'autres projets, ça évolue très, très, très lentement. Parce que déjà, le projet de base est suffisamment solide pour qu'il n'y ait pas énormément de besoins. Et en plus de ça, étant donné que c'est la plus grosse crypto-monnaie de loin, il y a une grande prudence à faire évoluer ça. Mais là, encore une fois, ça fonctionne sur un système de consensus où en fait des gens proposent et après ceux qui utilisent le réseau acceptent ou non de faire cette mise à jour. Je crois que le fonctionnement aussi, c'est ce que tu veux bien nous expliquer aussi. Je crois qu'il y a un nombre limité en fait de bitcoins qui seront délivrés et comment en fait, tu vois, comment la valeur du bitcoin évolue, tu vois. Oui, alors le bitcoin a été créé avec une émission, c'est-à-dire avec un nombre de pièces de bitcoin total de 21 millions. C'est volontaire, puisque encore une fois, ça a été créé en opposition aux monnaies fiduciaires, c'est-à-dire le dollar, l'euro, etc. Et pour prendre un exemple récent, aux États-Unis, ça commence à être compliqué parce que quand il y a eu la crise du Covid, ils ont fait fonctionner la planche à billets, ils ont imprimé plein de dollars, sauf que après ça se paie parce que ça dilue la valeur de l'argent. Et donc le Bitcoin est une réaction directe à ça, c'est-à-dire que puisqu'il n'y en aura que 21 millions, c'est un actif qui est rare, et plus il prend de la valeur, plus un Bitcoin... voilà. Et moins il va y en avoir d'émis, plus la valeur va prendre. Quoi, voilà, ça se ralentit. Et en fait, c'est un mécanisme qui a été créé pour justement éviter l'inflation, avec ce concept de rareté. Après, toutes les cryptos ne fonctionnent pas comme ça. La deuxième plus grande crypto, l'Ether, du réseau Ethereum, par exemple, était mise à l'infini. Et eux, pour combattre un peu ces risques d'inflation, ils choisissent de brûler, donc c'est-à-dire de détruire des pièces régulièrement. Donc il y a plusieurs choses qui existent en fait. Le Bitcoin a fait le choix d'avoir une émission limitée. Et après, pour le cours du Bitcoin, mais c'est très simplement comme les actions, comme tout ça, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui en achètent, plus ça montre qu'il y a un intérêt pour l'actif, et donc plus il sera vendu à un prix élevé, et à l'inverse, plus il y a de gens qui vendent de Bitcoin, plus ça montre que les gens s'en détournent et donc plus le prix baisse mécaniquement. Ouais, mais une action, enfin, ce qu'on peut espérer, c'est qu'une action ou une monnaie soit indexée sur quelque chose qui fait que, tu vois, tu as une base de confiance. Une action, c'est quand même, il y a un moment donné, potentiellement, on peut l'espérer. Normalement, le fonctionnement, c'est, tu regardes, normalement, je dis, l'actif d'une entreprise. On pourrait en débattre longtemps. Non, mais je sais bien qu'il y a des limites aussi dans les oui, la bourse, etc. Mais normalement, tu as un truc sur lequel tu reposes la confiance. Alors, c'est une critique qui est souvent faite au Bitcoin, des gens qui disent que ça ne repose sur rien. Et pour moi, il y a deux éléments très importants qui viennent contredire ça. D'une part, si on prend les monnaies fiduciaires, si on prend le dollar, à un moment, il a arrêté d'être fixé sur de l'or. Et donc, en soi, on peut très bien dire qu'une partie des dollars qui circulent de manière exclusivement numérique actuellement sont aussi basés sur aussi peu de choses que le Bitcoin. Et ensuite, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même quelque chose de tangible. Il y a le monde physique qui intervient pour produire du Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a des machines de minage, il y a toute l'électricité qui est consommée, c'est-à-dire qu'il est quand même sur un... Il est dans le monde réel, c'est pas juste quelque chose qui circule comme ça. Il y a de la vraie valeur qui est utilisée pour le produire. Et ensuite, le principe d'une monnaie, c'est la confiance. L'exemple que les gens reprennent souvent, c'est l'exemple des coquillages, c'est-à-dire que si on est sur une île déserte et que je décide que les moules qu'on trouve sur le sol, c'est ça qui va nous servir de monnaie d'échange, et que toute l'île décide que d'un coup, c'est ça, et ben, ça aura de la valeur. Ou pour reprendre un exemple
dans le secteur des jeux vidéo, dans la série de jeux vidéo Fallout. C'est dans un monde qui a connu une apocalypse nucléaire, donc il n'y a plus d'argent. Par contre, les gens s'échangent des capsules de soda. Et en fait, toutes les monnaies sont basées là-dessus, sur la confiance. C'est-à-dire que si je te paye quelque chose en euros, c'est parce qu'on a toutes les deux une confiance absolue dans le fait que l'euro est une bonne monnaie d'échange et qu'il va garder suffisamment de valeur, etc. Donc il y a vraiment, j'allais dire deux, mais il y a vraiment ces trois éléments qui sont importants à prendre en compte. Et alors, je reviens sur le minage. Là, tu disais tout à l'heure, je vais être sûre qu'on ait bien compris. Le minage, en fait, donc le système de la blockchain, c'est un registre qui est vérifié par non pas une seule personne, une banque centrale par exemple, mais des milliers d'ordinateurs. Je sais pas combien d'ailleurs. Donc les mineurs, ce sont ceux qui vont faire cette opération de calcul pour vérifier la véracité du registre. Parce que quand tu fais une transaction de Bitcoin, et vu que tout est numérique et digital, il faut vérifier que cette transaction-là ne va pas avoir lieu 2-3 fois, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas dupliquer cet argent-là. Donc tout reposer là-dessus. Donc le système, il y a des gens qui sont quelque part payés, les mineurs, pour vérifier la qualité ou la véracité de cette transaction. Donc le mineur, en fait, il va consommer de l'énergie parce que c'est tellement de puissance de calcul aujourd'hui qu'il va consommer de l'électricité, du matos, etc. En contrepartie, il va être rémunéré en Bitcoin, c'est ça ? C'est ça, oui. En fait, pour chaque bloc qui est produit, il y a une part de Bitcoin qui est délivrée pour récompenser les mineurs. Ok. Tu disais tout à l'heure que c'était vachement réparti dans le monde, hein, c'est ça ? Mais qui est mineur ? Enfin, genre, moi, je peux être mineur ? Alors, il y a 10 ans, oui. Maintenant, la complexité du réseau fait qu'il faut vraiment avoir du matériel conséquent. Donc, c'est plutôt des fermes de minage qui se mettent en place. Là, je parle du Bitcoin. Il y a des crypto-monnaies qu'il est possible de miner avec ton PC chez toi, en fait. Là, je parle strictement du Parce que Bitcoin. c'est le tout début, quoi. Oui, ou alors elles ont été faites justement pour éviter ça, c'est possible. Parce qu'en fait... Une grosse puissance de calcul, c'est ça, elles ont été évitées Voilà. pour... Ah ouais ? Mais c'est la grosse puissance de calcul qui fait la fiabilité du Bitcoin. Non, pas nécessairement. Je sens qu'elle se dit, si je me lance dans l'explication, elle va rien comprendre. C'est plus compliqué que ça. En fait, ce sont des calculs mathématiques complexes qui permettent de faire, de sécuriser les transactions. Et il y a des crypto-monnaies qui ont été créées justement pour être plus accessibles à tout un chacun, en disant on va essayer de faire ça autrement et on va créer une crypto qui ne nécessite pas d'acheter des 1000 et des cents de matériel, etc. Et les mineurs tu parlais qui sont situés partout dans le monde. En fait, ils sont situés jusqu'à je crois que c'était l'année dernière ou celle d'avant, ils étaient situés très majoritairement en Chine. La Chine a interdit le mining l'année dernière, il me semble. Et du coup, depuis, ils ont vraiment migré. Donc ça a été plutôt une bonne nouvelle pour le réseau Bitcoin parce qu'en fait, il y a une époque où je crois que c'était jusqu'à plus de 60%, il me semble, de cette puissance de calcul qui venait de Chine. Donc pour un réseau qui se veut décentralisé, c'était pas non plus top. Et en fait, la Chine a fait ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire interdire quelque chose qui rend les gens un peu plus libres. Et du coup, elle a contribué indirectement à mieux décentraliser justement les mineurs qui sont beaucoup dirigés vers notamment les États-Unis et le Kazakhstan. Ah oui. Alors j'avais entendu dire aussi genre les pays nordiques, mais pour des raisons physiques, c'est qu'il fait plus froid et que du coup ça refroidit. Non, pas nécessairement. Non, en fait, ce qui prime, c'est soit l'accès à l'infrastructure, soit des coûts d'électricité très bas. D'où le Kazakhstan. En fait, tu es mineur parce que clairement ça rapporte de l'argent. Donc en fait, il n'y a pas d'autre but pour eux que de sécuriser la blockchain puisque c'est ça uniquement qui leur rapporte de l'argent. Oui, parce qu'en fait, tu gagnes. Parce que oui, ce qu'on n'a pas expliqué tout à l'heure, c'est que tu gagnes le Bitcoin si tu es le premier à avoir réussi à décrypter ou à valider en fait la transaction. En fait, tout a été construit pour que l'incitation soit suffisamment alléchante pour qu'il y ait des gens qui ont envie de le faire et pour verrouiller tout usage. C'est même que on peut difficilement voir quel usage de la vie il pourrait y avoir parce qu'on en revient à ce que je te disais la dernière fois, c'est-à-dire que pour attaquer les réseaux Bitcoin, il faudrait mobiliser en gros plus de la moitié de la puissance de calcul totale qui est utilisée. Ouais, donc à ce stade, c'est impossible. Ouais. À ce stade. D'accord. Donc effectivement, c'est purement économique. Et, Ok. J'ai une autre question. On dit souvent que c'est basé sur l'anonymat. Tu m'as dit que c'était pas totalement vrai, mais alors j'essayais juste de comprendre en fait. Forcément, quand tu rentres dans le système de Bitcoin, pour acheter des Bitcoins, tu as d'abord
convertis des euros, quoi. Enfin, donc forcément, en entrée ou en sortie, c'est-à-dire quand tu as des bitcoins et que tu veux les consommer dans la vraie vie, aller au resto, forcément, tu les reconvertis en monnaie normale, quoi. Que tu sois en entrée ou en sortie, forcément, tu te désanonymes. Enfin, mise, tu vois ce que je veux dire? C'est que forcément, on relie ton pseudo à un vrai compte physique. Alors, ça nécessiterait de très longues explications, mais non, pas forcément. Ah, bon, mais je me doutais bien que c'était pas aussi simple, sinon ça serait débile, mais... Alors oui, la manière dont la majorité des gens se procurent des crypto-monnaies, c'est en achetant sur des plateformes d'échange qui sont centralisées et qui donc vont te demander des informations d'identification. Mais c'est pas obligé, c'est-à-dire que si tu veux du bitcoin et que tu me files des espèces, personne ne verra jamais qui tu es en fait. Ah, parce que ça, on peut le faire. D'accord. Oui, parce que ça a de la valeur. Si tu me dis je veux 100 balles de bitcoin, je t'en envoie, tu me files 100 balles. Ça, on en parle après. Ah, mais ouais, mais pour moi, forcément, comme c'était digital de début jusqu'à la fin. Non, parce que justement, le but étant à la base, parce que c'est plus compliqué que ça, mais à la base, le but était de créer une monnaie, donc librement échangeable. Donc, et même à la base, il était possible d'acheter du bitcoin sur des plateformes sans vérification d'identité, etc. Et on n'est pas obligé d'utiliser sa carte bancaire. Il y avait des gens qui payaient par PayPal, par plein de comptes différents. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense, les moyens d'accéder au Bitcoin. C'est juste que le moyen le plus simple, c'est de faire appel à une grosse boîte centralisée, parce que c'est comme ça que c'est le plus rapide, en fait. Oui, donc du coup, en entrée ou en sortie, on revient à Et c'est sans compter sur des crypto-monnaies anonymes qui ont été créées justement pour être entièrement anonymes, et c'est sans compter sur des services qui permettent d'anonymiser les transactions. C'est-à-dire que tu envoies tes bitcoins ça s'appelle un mixeur ou un tumbler, pour vraiment simplifier, il les mélange tous avec d'autres pièces, et du coup, ce qui ressort, en fait, on ne sait pas qui était la pièce à la base. Donc on peut tracer, mais on peut pas aller, on peut pas retrouver. Donc en fait, ce que tu dis, c'est les gens vont essayer de pister vraiment tout le temps, mais une personne qui veut, c'est pour ça que je disais que c'est plus compliqué que ça tout à l'heure, c'est que tout est traçable, mais une personne qui veut vraiment être anonyme, mais comme pour tout en fait, une personne qui veut vraiment faire des transactions de manière anonyme avec des espèces, avec tout ce que tu veux, arrivera à le faire à un moment. Oui, et puis elle va créer 15 entreprises écrans et compagnie, quoi. Non, mais bien sûr, ok. Bon, tu disais qu'il y avait plusieurs cryptos. Déjà, pourquoi et c'est quoi les différences C'est tellement vaste comme question. Néophyte, on va dire, tu reprends la base. Oui, j'imagine que tu pourrais passer 2 heures à me raconter les différences, mais... Alors pourquoi ? Parce que les gens ont envie. C'est-à-dire que, en fait, toi, tu peux créer une crypto demain si tu as envie. Ouais, de manière très simple. Mais pourquoi on reste pas que sur le Bitcoin? Pourquoi on a eu besoin d'aller chercher cette concurrence? Alors, pour simplifier, je vais prendre surtout les exemples des 2 plus grosses cryptos du moment, qui sont donc le Bitcoin et l'Ether. Le Bitcoin, c'est un système de paiement qui a été créé comme une monnaie à la base. C'est débattable s'il a réussi ou pas, mais en tout cas, il sert à faire des transferts financiers et pas beaucoup de choses de plus. Okay. L'Ethereum, qui est le réseau qui soutient la monnaie Ether, a été créé pour être un réseau programmable. Et là, tu rentres dans le domaine des smart contracts et des applications décentralisées. Donc, l'idée étant de toutes tes applis que tu as sur ton portable ou sur ton PC, de les faire exister de la même manière que le Bitcoin, c'est-à-dire de manière entièrement décentralisée, sans organe central. Voilà. C'est en gros appliquer toute cette philosophie-là à des applications. Ça, c'est le principe de l'Ether plus que du Bitcoin. C'est ça que tu en Ouais. Enfin, l'Ether étant la monnaie qui sous-tend tout le réseau. Okay. L'Ether est un actif assez classique, enfin assez similaire au Bitcoin. Non, faut pas que je dise ça, sinon je vais me faire tuer. Mais qui, grosso modo, fonctionne de manière... qui a été créé de manière un peu similaire. Mais la différence, c'est que le réseau sert à créer des applications absolument très, très variées derrière. Mais pour revenir à ta question, pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de concurrence ? Il n'y a pas besoin ou pas. En fait, c'est que des gens, ils ont envie de créer des projets. Du coup, ils les créent. Ils voient si ça fonctionne ou pas. En fait, il faut vraiment... se détacher du modèle capitalistique qu'on a tous en tête, de cette idée de concurrence, etc. Parce que c'est plus large que ça, les crypto-monnaies, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qui fait leur intérêt, c'est que il y a des projets de grande ampleur. Par exemple, un projet de plateforme d'échange décentralisé qui permet d'échanger des cryptos entre elles de manière très souple, etc. Moi, si je décide de les copier, je peux.
Parce que souvent, le code est accessible. Ouais, ok. Tu peux te faire un site qui sera exactement le même. Et en fait, c'est pour ça, en fait, il faut vraiment se détacher de cette idée d'entreprise, déjà, qui garde le secret sur ses fonctionnements, etc. Parce que c'est vraiment l'écosystème est vraiment différent. Mais ça veut dire que les gens qui mettent en place ces écosystèmes, forcément, tu as un intérêt à le faire, sinon tu le fais pas. Donc, quel est leur intérêt sinon... Alors, il y a beaucoup de passion dans l'écosystème, vraiment. Les gens croient vraiment ça a potentiel de changer le monde et que ça apporte des solutions absolument cruciales. Et après, il y a des incitations économiques. C'est-à-dire que, en général, quand un projet se monte, après, encore une fois, ça varie tellement d'un projet à l'autre que je peux te donner que des généralités, mais on peut prévoir une récompense particulière pour les fondateurs ou un cachet, entre guillemets, régulier pour les fondateurs, etc. Ouais, et ça va être écrit voilà. dans les fondations en fait, du système. C'est-à-dire qu'en général, c'est très... En tout cas, c'est établi à la base de manière très claire, en général. Et est-ce que les autres crypto-monnaies, pareil, on ne connaît pas les fondateurs, ils sont très effacés, etc. Ou c'est que pour le Bitcoin qu'on a vécu ça? Alors, ça dépend. Dans l'ensemble, en général, il y a une figure qui se détache. Ouais. Parce que comme je te disais tout à l'heure, l'humain étant ce qu'il est, on a tendance à regarder vers une personne. Voilà. Donc il y a souvent une personne ou des groupes de personnes. Des fois, c'est des entreprises classiques qui sont derrière aussi. Il faut vraiment distinguer les deux. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui reposent sur des entreprises assez grosses. Il y en a qui sont montés par un petit groupe de passionnés. Enfin, c'est vraiment très, très, très varié, en fait. Mais en général, oui, il y a une personne qui représente le projet un peu plus que d'autres, enfin, ou quelques personnes. Est-ce que tu penses que le Bitcoin pourrait devenir la monnaie qui remplace toutes les autres monnaies telles qu'on les connaît aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des limites au Bitcoin? Non, je pense pas. Déjà parce que je pense qu'il peut prendre une ampleur considérable et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Mais l'écosystème crypto est revenu un peu de son positionnement il y a quelques années de dire que le Bitcoin allait tout exploser et que ça allait être une révolution absolue. C'est une révolution absolue, bien sûr. Mais ce qu'on se rend compte, ce qui fonctionne souvent en termes d'adoption, c'est des modèles un peu hybrides, en fait. C'est-à-dire qui s'appuient en partie sur des systèmes existants, tout en incorporant des crypto-monnaies, etc. Ce qu'il faut savoir aussi avec le Bitcoin, c'est qu'il fonctionne vachement bien pour des transferts financiers, etc. Mais qu'en tant que monnaie, il se distingue quand même d'euros ou de dollars parce qu'il n'a pas la même agilité, notamment en termes de mise à l'échelle. C'est-à-dire que Satoshi, Monsieur S... Merci. Comment elle m'aide. Elle est trop gentille. a créé ça, je pense, en n'imaginant pas à quel point ça allait prendre de l'ampleur. Et vu l'ampleur que ça a pris, il s'est heurté à des problèmes de mise à l'échelle et donc d'un certain délai de transaction que de nouvelles blockchains ont complètement dépassé, au point qu'il a fallu créer un système parallèle qui s'appelle le Lightning Network, qui permet d'améliorer les capacités techniques du réseau, en gros, pour résumer. Et c'était quoi le début de la question? J'ai déjà oublié. Donc, la limite, en fait, du Bitcoin, c'était le nombre de transactions qu'il est capable de gérer à la seconde, en gros. Alors, pour moi, il s'est suffisamment détaché d'une monnaie pour que, en fait, ce soit pas un concurrent direct des monnaies fiduciaires. Donc, je ne vois pas le Bitcoin être adopté partout dans le monde à ce point-là. Après, ces dernières années, on a vu que l'adoption, elle allait très très vite dans des pays où il y a une inflation énorme, parce que nous, avec notre petit confort d'Européens aux économies à peu près stables, on s'en rend pas compte, mais dans un pays comme l'Argentine, il y a une énorme fraction de la population qui a maintenant adopté le Bitcoin. Tu as le Salvador qui a adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale l'année dernière, ce qui a fait un grand bruit. Là, cette année, c'était la République centrafricaine. Donc, il y en a deux qui ont dit le Bitcoin est une monnaie légale, comme si nous, on disait le Bitcoin a le même statut que l'euro, en fait. Donc, il faut vraiment voir ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une réticence dans les pays où l'économie est suffisamment stable, où nous, on n'a pas de barrières peu de barrières pour payer, etc. Donc, en fait, en tant que particulier, même en tant qu'institution, on peut s'en passer. Oui, alors donc personne ne pousse la machine vers ça, quoi. Parce qu'on a encore un système... Ça commence, mais on se heurte à ça. Alors qu'on voit qu'en fait, dans les pays où il y a des inflations catastrophiques, où les gens cherchent à tout prix à protéger leur argent, comme au Venezuela, eh ben, les gens se ruent un peu sur les crypto-monnaies
Parce que là, le cas d'utilisation, il est clair et que, en fait, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais, ok. Et tout à l'heure, tu disais les limites, il y avait le volume de transac à la seconde, et c'était ça. Enfin, j'avais entendu qu'effectivement, une des limites du Bitcoin, ça pourra jamais devenir la monnaie mondiale, parce que il y a aussi cette limite-là, Oui, de par la puissance de calcul, en fait, qui fait que, moi, j'avais lu, en fait, qu'en gros, la Bitcoin pouvait gérer que en temps réel le 20 transacts par seconde, alors que Visa, en fait, pouvait en gérer jusqu'à des pics de 50 000 à la seconde. Et qu'en fait, cette puissance-là, le système décentralisé fait que du coup, ça demande vachement de temps de calcul. Alors pour le Bitcoin, oui. Mais tu disais pour d'autres, c'était pas le cas. Voilà, en fait, les crypto-monnaies, entre guillemets, nouvelle génération, parce qu'il y a déjà eu plusieurs vagues de crypto-monnaies. Pardon, j'arrive. Alors Julie, tu parles d'un sujet qui existe depuis 20 ans. Ça règle ça, en fait. Le Bitcoin, comme tu dis, ça date de 2009, et en fait, je pense que Monsieur S n'avait pas anticipé ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de ce système parallèle qui, en fait, permet d'augmenter de manière très, très conséquente le nombre de transactions que tu peux faire en un temps donné. Et est-ce que ça résout aussi, parce que j'ai entendu qu'il y avait une autre limite, en fait, au Bitcoin, c'est que comme il y avait une puissance de calcul nécessaire, c'était hyper énergivore, merci. Et que ça, c'était aussi pas très, tu vois, éco-friendly. Oui. Alors, oui. Est-ce que ça, les autres systèmes ont corrigé ce point-là, c'est ça? Oui, c'est la seconde critique classique qui est faite au Bitcoin. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, les mineurs utilisent maintenant en grande majorité les énergies renouvelables. D'une part, parce que c'est une critique qui est faite au Bitcoin depuis, j'allais dire des siècles, mais des années. Et de l'autre, parce qu'en fait, les mineurs, leur business model, c'est de chercher l'électricité la moins chère possible. Et l'électricité la moins chère possible, c'est de l'hydroélectrique, c'est du solaire, etc. Donc déjà, il y a ça, ce procès qu'on fait au Bitcoin là-dessus. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment le mesurer. Après, c'est quand même quelque chose qui est pris en compte par la communauté crypto. Pour te donner un exemple, le réseau Ethereum va passer à un nouveau système prochainement qui ne reposera plus sur des mineurs. Pour des raisons techniques, mais ça aura l'avantage aussi de réduire vachement cette empreinte-là. Et la majorité des grandes blockchains qui fonctionnent comme Ethereum, donc qui sont faites pour créer des projets par-dessus, etc., fonctionnent maintenant de manière différente aussi. Donc on est vraiment sur une transition de ce modèle. Je rentre pas trop dans les termes techniques parce que... Tu vas nous perdre. On est vraiment sur une transition actuellement de ce modèle Bitcoin qui va perdurer parce qu'il est extrêmement solide vers de nouveaux moyens de faire. Voilà. Pour corriger ces failles-là, en fait. Enfin, ouais. Après, c'est vraiment... c'est mon avis, mais c'est vraiment exagéré par les médias globaux, en fait. C'est-à-dire qu'on va comparer la consommation de Bitcoin à celle d'un pays, alors que c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Quand tu regardes le total de la consommation électrique du Bitcoin par rapport à tout le reste du monde, c'est une goutte d'eau. Quand tu prends en compte le coût écologique du système bancaire, il est absolument catastrophique. C'est dans un ordre de mesure, même pas. Oui, parce que le volume est 10 fois supérieur au Sachant que si le Bitcoin avait le volume du système bancaire... c'était ma question, ouais. Eh ben, ça changerait pas beaucoup, en fait. Il consommerait pas plus que... plus, mais en fait, ce serait pas du tout dans le même ordre. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'un système bancaire qui a tellement de ramifications que plus il grossit, plus ça devient un problème, le Bitcoin, il existe déjà, en fait. Donc, en fait, ce qui peut arriver en plus, c'est plus d'utilisateurs. D'accord, ok. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il y a une partie de la cryptosphère qui considère que c'est pas du tout un problème. Moi, personnellement, je considère que c'est important d'en parler parce que on est en 2022, à un moment, il faut en parler. Mais il faut vraiment, vraiment remettre ça dans le contexte parce que c'est tout comme la criminalité. En fait, ça fait partie des arguments classiques que les gens utilisent pour critiquer le Bitcoin sans trop savoir de quoi ils parlent en général. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, le Bitcoin n'est pas la catastrophe écologique que les médias expliquent. Toute consommation électrique massive est problématique, on est d'accord, parce que la planète est en train de brûler. Mais s'il faut pointer du doigt,
Enfin, c'est dérisoire par rapport à des systèmes financiers annexes, quoi. Ok. Je crois qu'on en avait parlé aussi. J'essaie de voir un peu les limites ou qu'est-ce qui fait que le Bitcoin peut ou pas devenir un truc fondamental. Mais je crois qu'on en avait parlé quand on s'était eu au téléphone. Tu disais, mais s'il y avait que le Bitcoin qui régissait le monde, par exemple, on n'aurait pas géré de la même manière la situation en Ukraine, puisqu'on a bloqué les transactions via l'interdiction de SWIFT. C'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Si ça avait été le Bitcoin, on n'aurait pas eu ce pouvoir-là, en fait, de pouvoir bloquer. Est-ce que ça aussi, c'est une... Je sais pas, qu'est-ce qui se dit? Est-ce que c'est une limite potentielle C'était une crainte quand la guerre en Ukraine a commencé et qu'on a commencé à avoir des sanctions économiques conséquentes de la part de la communauté internationale. On a eu beaucoup d'articles dans la presse qui sont sortis en disant « Oh là là là, Poutine, il va utiliser les cryptos », sachant qu'il ne l'a pas fait, que s'il l'avait fait, on l'aurait vu, parce que, encore une fois, les choses sont traçables, donc on aurait vu des mouvements, etc. Et il semblerait que sa stratégie n'est pas du tout reposée là-dessus. Et au contraire, le pays qui a basé une partie de sa stratégie sur les c'est l'Ukraine, qui a fait une demande de dons en crypto très tôt dans le conflit et qui a reçu, alors il me semble que c'était 50 millions de dollars en une semaine. Donc en fait, mais c'est le principe du Bitcoin. En fait, c'est le principe, si je peux faire un parallèle avec la liberté d'expression, à partir du moment où tu promeus une liberté pour quelque chose, tu t'ouvres à des acteurs malveillants. C'est ce que tu disais au démarrage. Mais c'est le prix à payer pour avoir cette liberté-là. Et donc le Bitcoin, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas le Bitcoin qui est mauvais, c'est juste qu'on propose un système libre. Et si un type décide de s'en servir pour faire du mal, c'est pas la faute du système qui est proposé, en fait. Ah oui, c'est une dérive potentielle. Et puis après, c'est aux autres de contrôler, du coup, que ça ne dérive pas, quoi. Yes, ok. Alors, il y a de plus en plus de banques, de boîtes, y compris Facebook, qui veulent lancer des cryptos, etc. Comment les gens qui ont fondé ça voient ce système-là être récupéré, en fait, par finalement notre système actuel? Et est-ce que c'est pas un échec, quoi, de se dire que finalement, c'est récupéré par même des gouvernements Il y a vraiment des visions opposées. Ouais. Que même moi, je vois au sein de mon travail, avec des gens qui sont vraiment pas du tout favorables à ça et qui estiment que de toute façon, ça enlève complètement l'intérêt des cryptos, puisque si un truc aussi centralisé que Facebook décide de créer un métaverse, etc., ben, c'est juste le... Ils ont le droit, mais en soi, pour moi, c'est pas dans le même ordre d'idées. Et à côté de ça, il y a des gens qui te diront que le fait que les grandes institutions s'y mettent et que des régulations soient mises en place, c'est justement ce qui permet de démocratiser le sujet et que ça montre que l'écosystème crypto prend de plus en plus d'ampleur. Ah oui. Parce que à partir du moment, en fait, ce qui fait monter le prix du Bitcoin, c'est pas le mec qui achète $100 de BTC, c'est les gros mouvements de fonds et donc les acteurs institutionnels. Donc s'ils s'y mettent tous, c'est aussi eux qui participent déjà à faire monter le prix, mais aussi à montrer qu'il y a une vraie confiance qui s'est installée dans l'écosystème. S'il y a un JP Morgan qui parle du Bitcoin en bien, ça veut bien dire que l'écosystème il est vraiment très solide maintenant. Donc il y a vraiment ces deux visions opposées. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est de me dire, en fait, tu vois, j'ai vu le discours du fondateur de Facebook, la honte, et qui, en gros, disait, je vais offrir, je vais redonner le pouvoir aux gens via cette monnaie. Et tu te dis quand même, c'est quand même ouf que ce mec-là, il est quand même le culot de venir te dire ça, en imaginant qu'un mec comme ça, si tu commences à consommer l'argent avec lui, il a toutes tes données. C'est-à-dire, il a déjà toutes tes données de vie perso. Et en plus, il a les données maintenant de transaction, qui fait qu'il sait tout de bout en bout de ce que tu fais. On en revient à un problème de culture où les gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies ont a priori été attirés par tout l'aspect philosophique. Et donc, ces gens-là ne sont absolument pas convaincus par ce que propose Mark Zuckerberg. Mais... Monsieur Z. La meuf qui ne connaît aucun nom. Je vais me présenter comme ça. On dirait un titre de film James Bond presque, la femme qui ne connaissait aucun nom. Et je disais quoi avant de dire une blague Non, mais que ceux qui connaissent le sujet... on en revient à un problème de culture, c'est-à-dire qu'un type qui ne s'intéresse pas du tout aux cryptos et qui est sur Messenger H24
qu'on n'a rien à faire que WhatsApp dise ces trucs, etc. Du coup, ça va pas le Ça change déranger pas grand-chose. particulièrement parce que de base, en fait, il faut avoir je pense qu'on peut parler de recul, mais moi, c'est un truc qui me navre un peu dans notre société actuelle, c'est que les gens ne comprennent pas la valeur de leurs données personnelles d'une part et de leur souveraineté numérique potentielle de l'autre. Et donc, en fait, ça s'inscrit dans un cadre plus large il y a de l'éducation énormément à faire, en fait. C'est-à-dire que vu que c'est pas palpable pour la majorité des gens, les problèmes que ça peut amener, eh bien, en fait, il y a tout ça à changer derrière. Donc, en fait, ça s'inscrit dans un truc tellement plus large que pour moi, c'est pas très étonnant. Oui, non, mais ça c'est sûr qu'on s'en rende pas compte, mais c'est juste incroyable parce que pour moi, c'est la dérive ultime. C'est de se dire que les cryptos qui étaient censés redonner le pouvoir aux gens sont capables d'être récupérés par des gouvernements Après, comme la Chine. ils récupèrent une partie de la techno, mais ils récupèrent pas les idéaux qui vont avec. Hein. Donc, en soi, l'écosystème crypto, il continue de perdurer sans souci. Ouais. D'ailleurs, j'avais entendu un interview d'une personne qui disait que la crypto telle qu'elle existe aujourd'hui, en fait, on dit que c'est une révolution, mais en fait, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est les principes. Et que finalement, la techno, elle va évoluer et qu'elle sera peut-être complètement réinventée dans quelques années parce qu'elle a des limites. Mais qu'en revanche, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est les principes et les idéaux qui sont presque anticapitalistes, enfin, qui sont, anticapitalistes tels que le système existe aujourd'hui, quoi. Oui, alors il y a un débat à avoir là-dessus, mais effectivement, tu as raison. Et c'est pour ça que j'y reviens tout le temps, parce que déjà, moi, c'est ce qui me passionne dans le sujet. Et en général, quand tu restes dans l'écosystème, c'est que c'est vraiment ce qui t'a plu. Après, au sujet de l'anticapitalisme, je pense que il y a un débat là-dessus dans la communauté qui est très juste, je trouve, qui est de dire, ok, du coup, c'est un système financier alternatif, donc effectivement, ça va à l'encontre de ce système qui est complètement bancal depuis des décennies. Et en même temps, c'est un système qui est basé sur les incitations économiques, qui a tendance à récompenser les gens qui ont plus d'argent à la base, etc. Donc en fait, il y a un vrai débat de fond qu'on peut avoir sur le sujet, où je ne me positionnerai pas parce que je trouve que il faudrait que tu m'interviewes pendant un nouveau 2 heures pour vraiment que je fasse le tour du sujet. Mais oui, bien sûr. Ouais. Non, mais c'était pas le but, c'était pas une question spécifique. Mais justement, on parle depuis tout à l'heure, on parle des dérives, mais aussi on parle des principes fondamentaux. Et ça ouvre bien plus que finalement le Bitcoin. Je voudrais qu'on parle justement de toutes les applications possibles et à quel point ça va révolutionner aussi notre vie numérique, parce que on dit que ça redonne le pouvoir aux consommateurs, mais ça aussi redonne le pouvoir aux producteurs de contenu, par exemple. Ça ouvre toute l'ère du Web 3.0, des NFT et compagnie. Et c'est tout ça dont je voudrais qu'on parle pour dire à quel point tout ça, on parle depuis tout à l'heure de Bitcoin et de la blockchain, mais c'est que le démarrage d'un autre monde qui est quand même assez intéressant. Et voilà. Oui, je pense que je vais te donner des exemples concrets parce que c'est plus parlant. Alors, mais c'est exactement ce que je veux. Je me doutais. mais tu n'as pas idée comme j'en ai besoin pour m'accrocher à un truc. Alors, il y a des grands secteurs qui ont émergé là, ces dernières années, qui donnent justement des cas d'utilisation extrêmement concrets, qui vont au-delà de j'achète des bitcoins, je vais devenir millionnaire. Il y a un secteur qui me paraît très intéressant, c'est celui de la finance décentralisée. La finance décentralisée, en fait, c'est proposer des services qui pourraient être réservés habituellement aux banques ou aux institutions de ce type, mais de manière, encore une fois, entièrement décentralisée. Donc, pour prendre un exemple concret, des services de prêt. Donc, dans la vie classique, j'ai besoin de 10 000 euros pour rénover ma maison. Je vais à la banque, je leur demande, ils peuvent dire oui, non, il faut que je prouve plein de choses. Tu achètes une maison, tu es censé prouver que tu n'as pas de conditions médicales, etc. C'est extrêmement invasif. Et du coup, la finance décentralisée permet de faire des prêts avec des crypto-monnaies qui sont garanties de différentes manières, mais de manière, encore une fois, entièrement décentralisée. C'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui se prêtent entre eux, et les mécanismes de vérification de fiabilité sont entièrement gérés par la communauté. Donc ça, c'est une application qui est extrêmement intéressante, parce qu'on pourrait imaginer que
percevoir un futur où en fait on pourrait emprunter, une personne qui n'a pas le profil suffisant pour emprunter auprès d'une banque pourrait emprunter auprès d'autres choses en montrant sa fiabilité d'autres manières. Donc ça c'est hyper intéressant. Là je résume à fond. Ensuite, pour le domaine des NFT, c'est assez fascinant aussi parce qu'il y a vraiment plein d'applications. Il faut peut-être expliquer déjà ce que c'est que les NFT parce que je pense que ça parle pas trop. Alors les NFT. Ce sont des tokens non fongibles. Pour faire très très court, si tu as une pièce de monnaie, si tu as 1 euro, elle vaut exactement la même chose que l'euro d'à côté. De la même manière, si tu as un bitcoin, il vaut exactement la même valeur que l'autre bitcoin. Les tokens non fongibles, c'est un peu comme des bitcoins, des tokens, donc, qui ont des caractéristiques et des valeurs qui peuvent être différentes. Donc ça leur permet d'avoir des prix différents, d'avoir des caractéristiques qui leur permettent de débloquer des choses, etc. L'application qu'on voit le plus souvent en ce moment, c'est les photos de profil du style CryptoPunks, etc., qui peuvent valoir des centaines de milliers d'euros. Mais en gros, c'est qu'un aspect des NFT. Les NFT, en fait, ça peut être vu comme quelque chose qui permet de certifier. C'est-à-dire que ça peut être utilisé de manière extrêmement différente. Pour te citer un cas concret qui est en train d'émerger en ce moment, on peut utiliser un NFT pour des documents administratifs. Ça a déjà été fait, et c'est encore assez début, mais ça a déjà été fait. Par exemple, une université qui va délivrer un NFT pour le diplôme d'une personne et qui permet donc de s'assurer que c'est infalsifiable, que ça a été enregistré à une telle époque et que du coup c'est scellé, et de le partager de manière beaucoup plus agile qu'un bout de papier qu'on distribue. Donc il y a ça. Les NFT, ça permet aussi de tokeniser, c'est-à-dire de rendre numérique quelque chose. Par exemple, le token, c'est une identité numérique unique, c'est ça? Le token, c'est des jetons, en gros. Pour résumer encore une fois grandement, l'Ether, c'est un token. Un Ether est un token, en fait. C'est comme des pièces, comme des jetons. Et en fait, un autre exemple concret qu'on peut avoir, c'est par exemple, ça commence à exister aussi, mais très peu, dans l'immobilier, où on pourrait dire une maison en vente est représentée sous la forme d'un token. Et donc ça permet d'utiliser toute la sécurité, toute la certification qui va avec la blockchain, et aussi potentiellement de faire transiter une masse d'argent extrêmement importante, donc la valeur d'une maison, de manière très souple, etc. Donc il y a beaucoup d'usages qui sont faits. Il peut être utilisé comme des badges d'accès à des événements précis. Le secteur qui se développe énormément aussi, c'est bien sûr les collections, c'est-à-dire un artiste. Un artiste, hein, c'est ça. Ouais, un artiste qui va proposer, par exemple, un artiste audio qui va proposer du contenu exclusif sous forme de NFT et que les fans vont pouvoir collectionner, échanger entre eux, etc. En fait, c'est extrêmement varié. C'est hyper large. Donc, genre, ça éviterait les problèmes qu'on a eu billets de France au Stade de France. Eh bien, justement, nous avons publié un article cette semaine sur le sujet où... J'ai capté un truc, là, non? Ouais. Il s'est passé quelque chose, là, ou pas? Ouais, complètement. Bravo. Il m'a fallu combien de temps? Il m'a fallu 1 heure. Voilà, au bout d'1 heure, j'ai tilté sur un truc. Ouais, incroyable. Et oui, donc pour reprendre cet exemple de billetterie, après les problèmes qu'il y a eu au Stade de France récemment, la ministre des Sports a annoncé que les prochains tickets seraient émis sous forme de NFT. Donc, ça évite les problèmes de faux tickets, justement. De doublons, quoi. Voilà. Ouais, ok. Et ça veut dire que les premiers métiers qui vont être impactés, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire que les notaires, demain, vont devoir complètement revoir leur... Alors, si c'est adopté à grande échelle, oui, mais ça commence déjà, en fait. Mais nous, on le voit au niveau de notre entreprise. Toute entreprise crypto doit faire un travail d'acculturation et d'éducation à ses partenaires formels, parce qu'en fait... et si tu travailles là-dedans, que tu as du Bitcoin dans ta trésorerie, eh ben, tu es déjà obligé en fait d'éduquer à ça. Donc ça va se faire progressivement. Ouais, c'est juste, il y a un point que j'arrive pas à faire ressortir, c'est le fait que, notamment par rapport aux producteurs de contenu, donc je me sens un peu plus concernée, mais qu'aujourd'hui finalement on produit du contenu sur Facebook, sur Instagram, sur un tas de plateformes, et que finalement les grands gagnants c'est les plateformes. Il y a plein de projets qui émergent là-dessus parce qu'effectivement c'est un problème qui existe depuis des années. Où tu le sais très bien en tant que podcasteuse, on diffuse du contenu de haute qualité, on touche rien ou une fraction, ou on est censé se satisfaire du fait d'avoir des vues. C'est ça. Et il y a plein de modèles qui commencent à se
à se créer autour de ça, qui sont extrêmement intéressants. Pour prendre ton exemple à toi, ça veut dire que tu pourrais être sur une plateforme où, en fait, les écoutes te sont directement reversées. Alors, je ne sais plus le pourcentage de Spotify ou YouTube qui est reversé aux créateurs de contenu, mais c'est absolument dérisoire. Et là, il y a des systèmes qui sont mis en place où, en fait, tu pourrais toi, recevoir des crypto-monnaies à chaque écoute, mais dans une part beaucoup, beaucoup plus importante, en fait. Et ce serait vraiment tes auditeurs qui choisiraient de payer pour ça, etc. Associé à d'autres technologies comme les NFT, pour avoir du contenu exclusif, voire des organisations de communautés où, en fait, les détenteurs de tokens ou de NFT peuvent décider ah tiens, ce sujet-là serait intéressant, ou etc. En fait, il y a un truc vraiment énorme qui peut être construit qui va modifier, en fait, la relation qu'on peut avoir, nous, avec notre communauté. Voilà, quoi. Mais qu'on fait un peu aujourd'hui dans une moindre mesure, mais avec des Tipeee, des Patreons, en fait, au final. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas ponctuel, c'est pas suivant le bon vouloir des personnes, c'est vraiment en gros, pour ton exemple, chaque écoute serait rémunérée. Oui, sans que j'ai à demander à la communauté de le faire. Sans demander, et surtout de manière automatique à partir du moment où ta communauté a un compte sur la plateforme en question. On a parlé du Web 3.0, on a parlé des NFT, on a parlé de la blockchain, etc. Moi, j'essaie de comprendre maintenant concrètement quels métiers vont être soit complètement révolutionnés, soit vont se créer aujourd'hui. Et qui va être intéressant d'aller suivre un peu pour les jeunes générations, nos gamins, quel boulot ils pourraient faire là-dedans, quoi. Alors, du coup, il y a eu à la base, ça s'est basé sur beaucoup de développeurs, forcément. Donc ça a déjà explosé. Les développeurs blockchain il y a une demande absolument conséquente depuis quelques années, au point que les postes ne sont pas pourvus. Parce que il n'y a pas encore quasiment pas de formation formelle sur le sujet, en fait. Donc ça, c'est le premier gros domaine. Ensuite, tu as tous les métiers annexes, comme moi je fais, par exemple. C'est-à-dire que moi, je fais un métier assez classique, qui est rédac-chef d'un magazine en ligne. Sauf que du coup, il y a sur le sujet. Il y a le sujet de la blockchain. Après, tu as quelques métiers qui sont vraiment spécifiques à la blockchain. Il y en a peu, en fait, parce que la majorité, c'est des métiers qui existent déjà, mais qui sont adaptés à la blockchain. Je pense, par exemple, à l'analyse des données on-chain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent leur journée à collecter, analyser et comprendre les données qui ressortent des blockchains, parce qu'encore une fois, tout est accessible en général. Et du coup, analyser pour en faire quoi ? Tu peux analyser des tendances, tu peux déceler des choses, tu peux déceler qu'il y a eu un compte qui a fait un truc. Il y a des fois, il y a des piratages qui sont décelés par des gens comme ça, qui n'avaient pas été annoncés, etc. En fait, c'est presque c'est de l'enquête, en fait. Mais détective, quoi. Mais dédié à la blockchain. Mais qui permettent aussi de prédire, enfin, pas de prédire, mais de donner les tendances de prix, de comprendre... tel groupe d'investisseurs, il est plutôt comme ça, tel autre groupe d'investisseurs, il aura tendance à vendre à telle période, etc., etc. Donc il y a ça qui est très, très spécifique. Et après, au niveau des métiers globaux, étant donné que la blockchain, les projets blockchain se basent sur des choses qui existent déjà, en fait, ce sont souvent des métiers qui existent déjà, mais où il faut avoir une connaissance de la blockchain en plus. Et c'est aussi pour ça que des fois, on peut avoir du mal à recruter. C'est-à-dire qu'un métier classique du style community manager, en fait, tu peux pas être CM sans connaître un minimum. Parce que oui, tu vas pas passer d'un compte cosmétique à un compte sur la crypto, sur la blockchain. Quoi. Donc en fait, je dirais que dimension technique. Il y a peu de métiers qui sont vraiment nouveaux. Par contre, ça nécessite d'avoir un pied dedans et de comprendre un minimum comment ça se passe. Ouais, ok. Et ça veut dire que tu disais il y a peu de formations qui existent. Très peu. Ça existe. Il y en a quand même qui se sont lancés. Je sais pas, j'avais vu un truc sur le métaverse, je crois, un truc... Alors, c'est souvent des médias. Nous, par exemple, la Cryptost, on a lancé des formations, en fait, de différents niveaux. Parce que notre but, c'est vraiment de démocratiser la crypto-monnaie. On a, je crois, 600 guides sur le sujet. Parce qu'effectivement, il y a un énorme vide. Donc, il y a ce genre de choses qui peuvent exister. La majorité de mes collègues qui sont là depuis un certain temps se sont formés sur le tas, comme moi. Moi, ça a été vraiment sur le tas.
Et sinon, il y a la blockchain qui commence à rentrer dans certains cursus. Mais genre lesquels? Parce que c'est ça que c'est côté, tu vois, ça rentre côté finance ou ça rentre côté digital? Plutôt numérique digital, oui, Ouais, en général. Après, côté finance, je sais pas. En fait, je saurais pas te dire si ça... Ouais, ok. Donc, ouais, mais très peu de formation, quoi. Parce Ouais. qu'il y a un moment donné où il va falloir quand même, au-delà des formations comme les vôtres, il y a une notion quand même de diplôme, tu vois, de trucs qui valident ou qui certifient, en fait. Mais encore une fois, on se heurte aussi à la différence de philosophie qui est que... Vous voyez pas, parce que il faudrait Ouais. que je filme, en fait, les interviews. Mais là, elle m'a dit, mais non, Julie. Mais tu restes encore dans le vieux monde, bordel. Mais Non, tu vas pardon. changer, oui. C'était vraiment pas comme ça. Non, mais c'est là que je vois qu'en fait, vu que je suis vraiment dans le domaine... Tu te rends plus compte de tous les repères que nous, on Ouais, a oui, encore. Hein, c'est complètement. ça. Ouais, ouais. L'autre jour, j'en parlais à mon frère qui m'a dit c'est quoi la blockchain déjà, et j'ai halluciné en mode ah oui, c'est vrai que Comment c'est. toi, tu peux me trahir, mon propre frère. Et pourquoi je disais ça? Oui, il y a un aspect différent qui est qu'en fait, pour le secteur strictement d'embauche blockchain, on va te demander d'avoir de l'expérience plus qu'autre chose. Donc en fait, ouais, les diplômes sont pas du tout importants. Ok. Ils peuvent être importants pour se former, mais c'est pas comme dans le monde du travail actuel où tu as des portes qui se ferment juste parce que t'as pas un master, alors que tu peux être la personne la plus qualifiée du monde. Donc Ouais, il y a ça. Après, je te rejoins sur le fait qu'on a quand même besoin de formation parce qu'on a une pénurie de gens. Même moi, du point de vue de la rédaction, on a du mal à recruter des fois parce que trouver des gens qui savent à la fois écrire et avoir une connaissance de la blockchain, c'est compliqué. En général, ils ont soit l'un ou soit l'autre. Donc effectivement, des formations, ça pourrait être intéressant pour ça. Et est-ce que, à l'inverse, je repars encore d'un niveau encore plus bas, genre les collèges, les lycées, est-ce qu'il y a un truc à faire sur les gamins, il y a un moment donné pour préparer le terrain pour... Alors, il y a un pays qui l'avait fait, alors je ne me souviens plus si c'était la Corée ou le Japon, peut-être la Corée, qui avait fait un module crypto-monnaie blockchain pour les gosses. Génial. Ouais. Et- Mais ça va venir, hein, de toute façon, fondamentalement, dès qu'il y a une tendance de fond qui se dégage dans la société, ça finit par arriver dans les écoles. Mais les écoles ont toujours un train de retard parce que il faut valider tout, etc. Ouais, bien sûr. Puis c'est long de rechanger tous les programmes et tout ça, on le sait quoi. Ok, une question aussi, c'est qu'on sait que dans ce milieu-là, qui mélange la finance et le dev. Ces gens-là. Voilà. Non, dans ce milieu, j'ai dit ces gens-là. Non. Merde. Il y a peu de femmes en fait. Oui. Donc vaste sujet aussi, tu vas me Oui. dire. Mais évidemment, tu doubles tech plus finance, ça fait 2 filtres, tu vois. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on est à la conjonction de domaines très masculins, Ouais, et oui, voire d'un troisième, parce qu'il y a le côté informatique, geek, etc. c'est ça. Oui, clairement, je me sens seule des fois en tant que nana, il n'y en a pas beaucoup. Après, il y a cette fausse perception des fois qui est de dire que les nanas s'intéressent pas à la blockchain, mais c'est bien sûr plus complexe que ça. Évidemment. Si on fait un parallèle avec les maths, non, c'est pas que les femmes ne s'intéressent pas aux maths, c'est qu'il y a un problème culturel de base où les Part femmes du sont- principe que les nanas vont, enfin, même les jeunes filles, ma fille elle est Voilà, la première à se dire, bloquent. j'aime pas les maths quoi. Oui, Alors moi qu'en aussi, fait, elle est pas mauvaise en maths, quoi. j'ai cru pendant longtemps que j'étais pas bonne en maths, alors qu'en fait, et je suis un exemple parmi des millions. Donc il y a ce souci-là. Il y a la communauté sur les réseaux sociaux qui peut des fois être assez hostile aux nanas. Moi, je l'ai peu vécu, mais on sent des fois qu'il y a des attaques où on sent que la personne aurait été de genre masculin, la verve de l'attaque aurait été peut-être un peu moins importante. Donc il y a vraiment une conjonction de facteurs. Et c'est dommage parce que je pense que les femmes ont plein de choses à apporter, non pas parce qu'elles sont femmes, parce qu'on reste tous des humains, Mm. mais le fait est qu'en général, de par cette tendance-là, les femmes ont des parcours différents. C'est-à-dire que le profil classique du mec qui travaille dans la blockchain, c'est un dev entre 20 et 25 ans, etc. Et ce qui est intéressant avec les profils féminins, c'est elles ont souvent elles viennent souvent d'ailleurs. Genre, par exemple, moi, je viens de la rédaction classique, etc. Donc c'est dommage. Donc t'amènes un bagage qui est différent et Ouais. du coup c'est aussi riche, quoi. Et je le sens qu'il y a une culture différente entre moi et mes collègues qui ont un parcours un peu plus classique d'approche de la blockchain. Et ce qui est génial en fait, parce qu'on a besoin de ça pour évoluer. Mais voilà, ça en fait, on peut en parler pour la blockchain, mais ça s'inscrit dans le cadre plus large de la tech, de l'éco, de l'informatique, tout ce que tu veux. Oui, oui, de tout ce qui... ou des sciences plus globalement. Ouais, bien sûr. Alors que c'est un sujet qui est passionnant. Donc là, ce que tu dis là, quand toi tu dis tu te sens seule, c'est se vérifie dans le milieu global de la blockchain, quoi. C'est
on voudrait embaucher des nanas parce que et c'est difficile en fait. Il y a pas de barrière mise par l'entreprise particulièrement, mais on sent qu'il y a un truc culturel qui fait que les nanas n'y viennent pas. Et moi, j'ai déjà eu dans mon taf des rédactrices. Il y en a très peu. La majorité sont pas restées. Et je sentais chez elles un manque de confiance qui était assez flagrant sur les sujets tech. Alors qu'au final, je travaille avec suffisamment de rédac pour me rendre compte que c'est humain. En fait, ils ont tous des domaines où ils sont pas très calés et du coup, ils ont pas confiance en eux. Sauf que j'ai l'impression que chez les nanas rédactrices, ce manque de confiance les bloque réellement, alors que les mecs vont esquiver ou essayer de se former, etc. Donc, Bon, alors ça, c'est valable dans tous les domaines. Voilà, donc c'est vraiment, il y a vraiment à un compétence truc égale, il y a un culturel mec qui va être vachement plus à l'aise, il va moins se poser de questions qu'une nana qui va se sentir plus vite, moins légitime oui. sur le sujet, quoi. Et c'est même un truc que moi j'ai dû bosser dans mon taf parce que, en plus venant de la rédaction, j'avais et j'ai toujours moins de connaissances techniques de base qu'il y a des mecs qui sont venus par le dev et qui suivent à fond tous les projets, etc. Et ça a vraiment été un travail de fond pour moi de me dire, attends, ce que tu apportes, c'est pas tes connaissances techniques, j'en ai, hein, mais ce que tu apportes, c'est ta capacité de gestion d'une rédaction et tes capacités de rédactrice, etc., etc. Oui, mais qui colle parfaitement avec votre objectif de vulgarisation et de démocratisation. Mais du coup, c'est le problème des sujets complexes comme ceux-là, c'est qu'en fait, quand tu les abordes d'un angle un peu différent, tu peux des fois avoir un problème de légitimité. Alors qu'en fait, c'est absurde, parce qu'une entreprise, ça a besoin de plein de profils différents. C'est-à-dire qu'une entreprise dans le domaine des crypto-monnaies, on n'a pas besoin de 50 personnes qui connaissent par cœur les projets, on a besoin d'une multitude de profils. Mais c'est tout ça pour te dire que même moi, qui ai quand même assez confiance dans mes capacités au travail, je me suis vraiment heurtée à ça et j'ai vraiment dû travailler en me disant, Marine, tu t'apportes ce que tu as apporté et... C'est fou, ça. Voilà. Bon, mais ça, c'est un problème d'éducation plus global. C'est quand même fou. Et d'éducation large sociale, quoi. Ouais, bien sûr. Je te propose de passer à la conclusion. Je voulais savoir, toi, plus perso, qu'est-ce qui te passionne vraiment tant dans le fait de bosser dans ce milieu-là? Alors, tout à l'heure, tu m'as dit le fait que ça évolue tout le temps. Est-ce que c'est ça qui te passionne le plus? Oui, moi, je passe mon temps à apprendre. Je peux être à minuit le soir sur Wikipédia en train de lire des pages entières de trucs complètement random parce que, en fait, ma passion principale, c'est ça. Et ce qui me passionne aussi, c'est le fait que ma plus grande passion, ça reste l'écriture, enfin la rédaction de manière générale. Et ce qui me passionne, c'est que du coup, on est en train de défricher la rédaction, parce qu'en fait, tous les termes qu'on utilise viennent de l'anglais. Il y en a qu'on traduit, il y en a qu'on traduit pas. Est-ce qu'on accorde ça ou pas, etc. Et en fait... C'est comme si tu crées un nouveau dico, quoi. Ouais, c'est nous qui sommes en train, enfin c'est nous les grands médias crypto, qui sommes en train de créer les usages qui seront utilisés dans les années à venir. Donc ça, pour moi, c'est absolument fascinant. Et ensuite, il y a une autre grande passion que j'ai, c'est d'accompagner les gens à l'écriture. C'est-à-dire que j'aime vraiment énormément suivre mes rédacs, les accompagner sur leurs difficultés, voir avec eux pour les choix d'articles, etc. C'est vraiment ce côté humain, moi je l'apprécie vraiment, vraiment énormément. Et que tu aurais eu dans n'importe quel autre domaine, a priori. Donc c'est plutôt lié à ce métier-là de rédac chef, quoi. Oui. Ok. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce... Dans le domaine, je dirais qu'il y a une certaine hostilité aux gens qui n'y connaissent pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est pas très noob-friendly, si tu me pardonnes l'expression anglaise. Et je dirais, il y a, pour en revenir à ce que je te disais sur le débat sur le capitalisme ou pas, il y a une culture de la thune facile. Moi, je me distingue un peu de certains dans le milieu où, en fait, c'est absolument pas l'argent qui me motive à y rester. Mais quand tu vas sur les réseaux, etc., les gens, il y a beaucoup de gens qui sont là pour devenir millionnaires, il y a beaucoup de gens qui sont sur la spéculation, etc. C'est surjoué, hein. C'est moins que ce qu'on pense, mais ça reste quand même une composante extrêmement importante de l'écosystème qui, moi, me plaît pas du tout. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que je te disais, c'est les solutions, c'est l'aspect philosophique, sociologique, etc. Mais en plus, cet aspect spéculatif, moi, ce que je trouve dingue, c'est que j'ai l'impression qu'elle va complètement à l'inverse des principes de base, quoi, du truc. Donc, parce que ça te fait rentrer finalement à fond encore plus dans notre système actuel. Donc, oui, c'est dommage. Justement, c'est le débat qu'on peut avoir là-dessus. Ouais. Et en fait, c'est une des critiques, pour moi, qui est légitime, qui peut être faite aux cryptos, c'est que pour effectivement quelque chose qui se veut inclusif et hors cadre et qui redonne le pouvoir au peuple, quand tu bases ça sur une incitation financière, eh ben, il y a une question à se poser de est-ce que vraiment c'est si inclusif que ça?
Et pour moi, c'est une des critiques les plus valides qu'on peut faire à l'écosystème. Mais tu vois, c'est pour ça que dans les métiers, tu vois, philosophe, sociologue ou je ne sais quoi, de la blockchain, je trouve que ça serait super intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quelqu'un qui soit un peu en dire eh oh les gars, l'éthique ou en tout cas les principes fondamentaux, ils sont plus respectés. Mais bon, ok. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes notamment, ou d'ailleurs des moins jeunes, ça sera pas mon cas, mais qui veulent se reconvertir dans ce secteur-là, pas tant pour investir, hein, mais que pour vraiment en faire un métier, quoi. Je dirais que la bonne nouvelle, c'est que c'est entièrement accessible, que ça embauche beaucoup en ce moment, et donc il y a de quoi faire. Il faut se lancer. Le conseil principal que je donnerais, c'est de se renseigner par soi-même. C'est-à-dire de trouver des médias de qualité, des guides de qualité. Genre Cryptost. Par exemple. J'ai pas osé le dire. Bah, je suis là pour ça. Cryptost, enfin. Je répéterai 15 fois. Voilà, faut vraiment bouffer du guide, bouffer de la doc au début pour vraiment comprendre ça. Si ça intéresse, faut y aller. Mais vraiment, parce que c'est hyper important. Et oui, je veux vraiment inciter les nanas à y aller parce que la barrière, elle est surtout dans leur tête. Il y a un problème culturel, bien sûr. Mais plus on sera nombreuses et plus du coup ce problème culturel va s'effacer. Et plus vous aborderez le sujet aussi de telle manière qu'il paraîtra plus friendly pour les nanas aussi. Tout à fait. Je pense. C'est un cercle vertueux. Exactement. Bon, et alors on veut vous suivre et tout, c'est quoi le canal ou les canaux sur lesquels on peut... Alors cryptost.fr, du coup c'est notre site principal. On a une chaîne YouTube. On a un podcast sur YouTube aussi. On a un live Twitch, enfin plusieurs live Twitch qu'on fait au cours de la journée. Et après, on a tous les réseaux sociaux. Ouais, classique. Facebook, Insta, Twitter, tout ça. Voilà. Et j'insiste sur le fait qu'on a une partie news, qui est celle que moi je gère pour vraiment suivre l'actu crypto, mais qui peut sembler assez hermétique aux nouveaux venus parce que ça reste technique. Mais on a vraiment des excellents guides qui prennent la base de la base ce qu'est le Bitcoin, ce qu'est la blockchain. On a des fiches extrêmement détaillées sur tous les projets majeurs du moment. Donc il y a vraiment il y a une grande ressource là-dessus. Et je dis pas ça uniquement parce que c'est ma boîte, mais on est vraiment au niveau guide crypto, on est vraiment la référence. Et on a aussi sorti un bouquin cette année sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, qui justement reprend tous les grands concepts, etc., qui est disponible sur Amazon, sur les endroits classiques. Top, moi je mettrai tous les liens. À toute fin, la dernière question, c'est que je demande à mes invités de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier, soit un métier que tu connais, tu veux valoriser, parce que tu sais que la personne l'exerce avec passion. Ça peut n'avoir rien à voir avec ton milieu. Ou à l'inverse, un autre métier qui t'a toujours intrigué, tu connais personne et charge à moi, tu vois, d'aller le trouver. Je sais pas, tu l'as peut-être déjà fait. Mais c'est un métier ancestral dont on parle peu, mais qui pour moi... J'essaie de deviner. Moi, j'aimerais bien que tu interroges une personne qui est philosophe. Philosophe tout le temps, c'est juste que si tu enlèves le côté hermétique du langage, c'est accessible à tout le monde en fait. Putain, alors là, je sais pas comment je vais trouver ça, mais très bien. Écoute, ça me plaît en tout cas. Bon, bah génial. Merci beaucoup, Marine. De rien, écoute, c'était un plaisir. Bon, à très vite. À très vite. Ciao. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura autant passionné que moi. Alors pour suivre l'actu de Cryptost, rendez-vous sur tous leurs réseaux sociaux. Ils sont présents sur YouTube, Twitter et Instagram entre autres. Et bien sûr aussi sur leur site Cryptost, cryptoast.fr. Alors les amis, comme promis, voici l'annonce. Cet épisode, c'est le dernier de la saison. Je vais faire une petite pause pendant l'été et je reprendrai, je pense, à la rentrée, l'automne. Mais quoi ? Comment je vais faire sans toi, Julie ? Bon, déjà, je peux te proposer d'écouter tous les épisodes que tu n'aurais pas encore écoutés. Allez, sois honnête, sauf si tu t'appelles Viviane et que tu m'as donné la vie, tu ne les as quand même pas tous écoutés. Si ? Ah oui, quand même. Bon, franchement, déjà, merci si c'est le cas. Qu'est-ce que je peux te proposer ? De les réécouter peut-être ? Bon, allez, je blague. Je suis pas Julie totalement mégalo. Mais il faut tout de même que je t'explique pourquoi. C'est parce que je lance un nouveau podcast et du coup j'ai un peu besoin de temps et d'énergie pour le lancer. Mais qu'est-ce que donc ce podcast ? Alors tu le sais peut-être, mais dans la vie quotidienne, je suis business coach digital. Alors ça veut dire quoi ? C'est que j'accompagne les entrepreneurs et je les aide à bâtir en fait un business rentable, mais aussi aligné avec leurs valeurs et leurs clients aussi, bien sûr, et leurs besoins clients. On sait tous que le digital c'est super indispensable aujourd'hui. On peut pas lancer un business sans ça. Ouais, mais voilà, avancer seul sur ce sujet-là, c'est comme partir à l'assaut de l'Everest sans piolet ni oxygène.
Et du coup, à mes clients, en fait, je propose d'être un peu leur Sherpa digital, hein, c'est-à-dire celle qui va les guider au travers d'un accompagnement individuel et sur mesure. Et puis aussi parce que tous ne peuvent pas suivre cet accompagnement, j'ai décidé en fait également de lancer un podcast. Alors il s'appelle L'Accordé Digital, il sortira je pense en septembre. Et son objectif vraiment c'est de rendre le marketing digital accessible à tous les entrepreneurs. Du coup il y aura des épisodes solo qui vont être super courts pour expliquer simplement et concrètement, sans bullshit ni mots compliqués de geek, les techniques et les méthodes digitales. Des interviews d'experts aussi pour une vision un peu plus poussée sur certains sujets fondamentaux. Et puis aussi des interviews d'entrepreneurs en construction, on va dire, pour une petite parenthèse vie ma vie, riche d'enseignements et je pense et aussi d'inspiration. Voilà, mon leitmotiv, c'est faire adorer le marketing digital. Et je te jure, c'est possible. Parce que je suis persuadée d'une chose, en fait, c'est que le marketing digital, c'est des outils, des méthodes, mais c'est surtout du bon sens au service d'un objectif, c'est que permettre aux entrepreneurs de partir à la rencontre des clients qui ont tant besoin de ce que les entrepreneurs ont à leur offrir. Voilà, je suis en gros une grosse agence matrimoniale. Puis vous commencez aussi un peu à me connaître, le tout dans la bonne humeur, le zéro prise au sérieux, parce que c'est valable dans tout et on est là surtout pour se faire plaisir. Si tu veux déjà suivre les premiers pas de notre aventure, rendez-vous sur le compte Insta, l'Accordé Digital que je vais créer dans quelques jours. Voilà, le podcast Découvre, Ose et Deviens poursuit son aventure, je vous le jure, parce qu'une chose est sûre, c'est que ce qui me caractérise pas mal, c'est ma curiosité. Donc aller vers les autres et découvrir de nouveaux métiers, je pense, ce n'est pas une envie qui va disparaître du jour au lendemain. Donc dès que mon nouveau projet sera sur les rails, je reprendrai vite la diffusion des épisodes sur les métiers qui me nourrissent vraiment beaucoup. Un grand merci de m'avoir suivi depuis le début et avec une sacrée grande fidélité, j'avoue, et beaucoup de bienveillance parce que chaque fois j'ai eu des super messages, des retours très chaleureux sur la qualité des invités, le plaisir d'écouter les épisodes, d'être parfois aussi un peu la sensation d'être tous ensemble et avec moi quand vous écoutiez les épisodes. Voilà, donc merci parce que c'est cool, c'est une aventure quand même incroyable. Et une aventure que j'imaginais pas au démarrage. Je me suis un peu lancée dedans à la one again et un peu à l'aveugle, sans me poser aucune question sur est-ce que je vais maîtriser, je connais pas l'art du podcast, j'ai jamais eu un micro, j'ai jamais parlé à des gens que je ne connais pas, enfin bref. Donc une super aventure perso, évidemment moi toute seule, mais surtout avec vous. Donc voilà, quelques mots pour vous dire encore un grand merci d'avoir été là. C'est pas au revoir quand je dis tout ça, c'est vraiment juste en profiter ce petit passage avant l'été pour pouvoir vraiment vous faire un big up et un gros câlin et vous remercier d'avoir été là. Voilà, à très vite. D'ici là, je te souhaite un merveilleux été, plein de soleil, de cling-cling, de glaçons dans ton verre à cocktail, de barbecue, de jeux de cartes et de soirées jusqu'à pas d'heure avec tes potes, de câlins avec qui tu veux, de sieste dans le hamac, de barbotage illicite dans la piscine et plein de sable entre les doigts de pied. Bref, je vous souhaite un très bel été, je vous embrasse et je vous dis salut à tous et à très vite.